Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 16 juin. Voici les titres de cette édition. Les scientifiques français se penchent sur l'érosion du littoral atlantique. Les échanges sont de plus en plus nombreux entre universitaires et collectivités pour mieux comprendre le phénomène. Un recul du trait de côte qui n'est pas inéluctable. À Saint-Hilaire-de-Riez, une expérimentation a permis de réduire les effets des vagues et des tempêtes sur la plage. Dans la page sport de ce journal, nous parlerons d'escrime. 4 jeunes fleurettistes du club de Saint-Gilles-Croix-de-Vie disputeront ce week-end à Paris les championnats de France. Résultat du travail de toute une saison. Ils ont à peine 14 ans. Et puis nous vous emmènerons à la fin de cette édition au Hellfest. Le festival de musique métal a débuté à Clisson. Nous irons dans les coulisses découvrir le travail de Julien Vrignot. Les organisateurs du Hellfest ont fait appel à cet artiste vendéen pour concevoir plusieurs œuvres destinées à décorer le site du festival. Mais d'abord, avant de développer tous ces titres, un mot de politique avec les élections législatives. Le second tour, c'est dimanche, avec un duel dans les 5 circonscriptions du département. Les 602 bureaux de vote seront ouverts à partir de 8h, dès 7h30 sur l'île-Dieu. Fermeture à 18h. Près de 519 000 électeurs sont appelés aux urnes. Tous les résultats, les premières réactions des candidats, ce sera bien évidemment à retrouver dès dimanche soir sur notre antenne. Les équipes de TV Vendée seront mobilisées pour une soirée spéciale second tour. Les principaux responsables politiques du département seront sur le plateau de Karl Laboureau et d'Hervé Leroc. Émission en direct à retrouver dimanche à partir de 19h50. Comment arrêter l'érosion le long du littoral? Cette question, la Vendée, comme les autres départements de la façade atlantique, se la pose constamment, car l'effet des tempêtes et les assauts des vagues fragilisent nos côtes, menaçant parfois des secteurs d'habitation. Depuis plusieurs années, les scientifiques et les collectivités travaillent donc ensemble pour trouver des solutions. C'est le cas par exemple à Saint-Hilaire-de-Riez. Une expérimentation est en cours. Les enrochements qui jusqu'à présent protégeaient le littoral ont été retirés. Des scientifiques se sont déplacés sur le terrain pour observer les résultats. Marion Vigru. Visite de terrain pour la vingtaine de scientifiques de l'Observatoire du littoral. Sur la plage des 60 bornes à Saint-Hilaire-de-Riez, ces derniers échangent autour de la question de l'enrochement. Sur cette plage, des blocs de pierre installés il y a 20 ans pour protéger l'accès plage et limiter l'érosion ont été retirés en 2015. À 3 km de là, sur la plage des Mouettes, l'enrochement a lui été maintenu. 2 pratiques différentes qui permettent aujourd'hui aux scientifiques un premier retour d'expérience. Les suivis sont en cours. Je pense que les chiffres parleront d'eux-mêmes, mais les érosions constatées à proximité des enrochements ne seront plus constatées sur la zone devenue naturelle. Les mouvements seront beaucoup plus atténués. Le fait d'enlever ces enrochements et de redonner à la dune une mobilité et un caractère naturel va lui permettre de mieux s'adapter aux conditions qui évoluent, aux conditions de tempête et aux conditions de changement climatique dont tout le monde a entendu parler. Cette expérimentation est la première menée sur les dunes domaniales. Depuis 2009, les retours des experts réunis au sein de l'Observatoire du littoral permettent aux collectivités de suivre l'évolution du trait de côte et de préserver le massif dunaire. Des fils lisses pour éviter le piétinement ont ainsi été mis en place, ainsi que des panneaux informatifs. C'est une réalité mondiale. Il y a de l'érosion sur tous les secteurs. On a de la chance sur le Pays de Mont finalement à avoir une érosion assez limitée, parce qu'on a 19 km de dunes et sur ces 19 km, il y a à peu près 26% en érosion. Donc un petit tiers. Tout le reste est soit stable, soit en train d'avancer. Donc c'est plutôt pas mal, mais cette problématique, elle existe, elle est réelle et il faut essayer de se donner les moyens pour la traiter. La préservation du littoral est un axe prioritaire pour les communautés de communes qui doivent concilier à la fois l'afflux de visiteurs et la préservation de l'environnement. Depuis cette année, l'Observatoire du littoral s'est ouvert à des scientifiques du Grand Ouest et de la région Aquitaine pour multiplier les échanges de compétences. Le Puy du Fou fête ses 40 ans. Le parc vendéen a proposé ce vendredi à près de 14 000 personnes de venir célébrer cet anniversaire. Avec une journée spéciale et une représentation exceptionnelle de la Cinécénie en présence de la Patrouille de France. Le créateur du Puy du Fou, Philippe de Villiers, a annoncé par ailleurs qu'un deuxième parc était en projet aux Épaisses sur une thématique autour de l'histoire de France, mais qui reste secrète pour le moment. Ce deuxième site devrait ouvrir à l'horizon 2021. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces 40 ans du Puy du Fou dans une prochaine édition.
On reste dans le domaine du tourisme et de l'univers du spectacle pour découvrir le travail d'Eddy Millot. Il est cascadeur équestre. Pendant toute l'année, il prépare ses chevaux au spectacle. Ils se produiront notamment cet été au château de Talmont-Saint-Hilaire et de Tiffauges. Ces chevaux sont, vous allez le voir, de véritables acteurs capables de jouer par exemple des scènes de joutes comme au Moyen-Âge. Mais il faut pour cela de la patience et surtout de la confiance entre le cavalier et l'animal. Un travail qu'Alix Lanos est allé observer. Ok, on va pouvoir voir la deuxième joute. Donc là, ça va être Amaury contre Fulkenera. Eddy observe en détail chaque mouvement, chaque position. Superbe. Pour l'instant, ils sont encore à l'entraînement, mais dans quelques jours, c'est dans la cour du château de Talmont qu'aura lieu la joute entre ces deux chevaliers. Eddy, ses cavaliers et ses chevaux sont tous des professionnels du spectacle équestre. Une discipline qui nécessite travail, rigueur et précision. Comme on voit, les lances, elles doivent faire 3,50 m à 4 mètres de long. Donc du coup, il faut être précis à 4 mètres, donc sur le point à 4 mètres, sur un cheval au galop, avec un autre cheval qui arrive à contresens. Il faut bien 2 ou 3 ans de pratique de joute pour pouvoir devenir un jouteur. Et autant d'années de travail pour les chevaux. Au-delà de tout l'apprentissage technique, les animaux doivent également se familiariser avec tout l'univers du spectacle pour ne pas être effrayés pendant les numéros. On va travailler le cheval de nuit, lui montrer les ombres, parce que souvent de fois les ombres leur font peur. Donc on va travailler sur ça. Et la musique, on va aussi mettre toujours de la musique dans les écuries, même si c'est la radio, c'est pas grave. Il y a au moins de la musique. Dans la carrière, on a tout un dispositif de musique, donc là on va mettre les musiques des spectacles, mais aussi on va mettre des bandes avec des applaudissements ou ce genre de choses, histoire que le cheval ne soit pas surpris la première fois qu'il entend ça. Autodidacte, Eddy est un expert de la voltige. Des risques, il le sait, il en prend tous les jours. Mais pour les réduire au maximum, il lui a fallu instaurer avec ses chevaux une confiance totale et réciproque. Pour moi, c'est la base. À partir du moment où on est sur un cheval lancé au galop, qu'on pose les rênes et qu'on fait une figure, si lui, il ne fait pas bien son travail, on ne pourra pas faire le nôtre. Au fur et à mesure, on sent que la confiance, elle vient, elle se partage et voilà, ça finit par être de vrais amis. C'est parti les loulous. On trotte, on trotte, on trotte. Allez les gars, trotte, trotte. C'est bien les gars ça. Si on n'est pas passionné, il ne faut pas le faire. Parce qu'il y aura trop les gens vont dire contrainte. Moi, c'est pas comme ça que je le vois. Parce que s'occuper des chevaux tous les jours, ça fait partie du travail. Mais voilà, si on n'est pas prêt à assumer ce genre de choses, c'est pas la peine, il ne faut pas le faire. Donc du coup, la récompense, c'est vrai que c'est aller en spectacle et avoir les applaudissements et voir que le travail qu'on a réalisé tout l'hiver avec son cheval, il fonctionne sur la piste. Et ça, c'est la récompense. La compagnie Capal quittera donc bientôt ses écuries de Saint-Malo-du-Bois pour prendre ses quartiers d'été à Tiffauges et Talmont. Les 12 chevaux d'Eddy et sa compagne Charline travailleront toute la saison pour offrir au public des spectacles qu'il n'est pas prêt d'oublier. Le grand défi vient d'être labellisé Qualité Tourisme. Le parc de loisirs de Saint-Julien-des-Landes se voit ainsi récompensé de ses efforts en matière de prestations et d'accueil du public. Le grand défi a attiré l'an dernier plus de 90 000 visiteurs. Après avoir lancé l'an passé une activité de laser game, il propose cette année plusieurs nouveautés. Un nouveau terrain de paintball, un nouveau parcours d'acrobranche dans les arbres, mais aussi une activité pédagogique pour les plus jeunes. Écoutez les précisions du directeur du parc de loisirs. Notre nouveauté de cette année, c'est le Monde de Sylvain. C'est un parcours d'orientation pédagogique adapté aux différents cycles scolaires, donc cycle 1, cycle 2, cycle 3. Ça s'adresse aux écoles mais aussi aux particuliers. Et ça, c'est quelque chose qui est très sympa à faire avec les enfants parce qu'ils découvrent des choses sur la nature, sur le monde qui les entoure, et tout ça en s'orientant avec une carte, etc. Donc ça, c'est vraiment notre nouveauté dont on est très fiers cette année parce que c'était entièrement fait maison. On ouvre une page sport à présent avec d'abord des nouvelles de Gladys Lemoussu, la paratriathlète de Saint-Jean-de-Mont, médaillée de bronze au JO de Rio, a décroché ce vendredi le titre de vice-championne d'Europe à Kitzbühel en Autriche. Une performance saluée notamment par la ministre des Sports. Prochaine compétition importante pour Gladys Lemoussu, le championnat du monde en septembre aux Pays-Bas. Je vous propose à présent de partir à la rencontre de Laura, Nicolas, William et Lou. Ces 4 jeunes escrimeurs du club de Saint-Gilles-Croix-de-Vie disputent ce week-end à Paris les championnats de France. C'était l'un des objectifs fixés au début de la saison. Et c'est la première fois que le club gillo-crucien voit 4 de ces jeunes fleurettistes qualifiés pour cette compétition nationale. La pression est donc sur les épaules de ces escrimeurs, tous âgés de moins de 14 ans. Rencontre signée Aurélien Huard. Ils s'appellent Laura, Nicolas,
Lou et Willem. Ils représentent la nouvelle génération d'escrimeurs du club de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 4 fleurettistes qui seront à la halle Carpentier à Paris ce week-end pour se frotter aux meilleurs Français de la catégorie M14. C'est la première fois que je vais en championnat de France. Puis c'est bien d'être à plusieurs. C'est une concrétisation d'un rêve. Et donc pour moi, c'est super bien. Je m'attends quand même à affronter des adversaires plutôt forts. Il va falloir jouer à pas avoir trop peur, à pas être intimidé par les adversaires. Il va falloir vraiment y aller. Pour être sélectionnés et participer à ce grand événement, Laura, Nicolas, Lou et Willem ont dû travailler dur. Avec leurs 3 entraînements par semaine, plus les leçons individuelles en compagnie de leur maître d'armes, ils ont également enchaîné les compétitions et les stages de ligue. Les efforts ont été nombreux pour atteindre l'objectif principal de la saison. On a des gros clubs autour, à Nantes par exemple, qui sont des fleurettistes depuis pas mal d'années. Donc c'était pas simple. Le pari, moi mon pari, c'était d'en avoir le maximum. Les 4 ont fait ce qu'il fallait, on a réussi, c'est très bien. C'était très dur, mais je suis très fier d'être arrivé jusqu'ici. Et pour moi, c'est un exploit. C'est déjà une grande récompense pour moi, parce que je me suis battue beaucoup pour y aller. Et je vais tout donner pour réussir à être première. Maintenant, l'objectif, c'est de faire un résultat, finir dans les 16 premiers, pourquoi pas. En individuel, c'est possible, après tout peut arriver. Samedi, les 4 jeunes escrimeurs gillo-cruciens représenteront leur club lors du championnat de France individuel. Laura, Nicolas et Willem enchaîneront le dimanche avec la compétition par équipe où ils représenteront la Ligue des Pays de la Loire. C'est une course unique au monde. La 31e édition des Foulées du Gois a lieu ce week-end. Elle était traditionnellement organisée un dimanche. Cette année, elle a lieu ce samedi. Avec en point d'orgue l'épreuve reine, la course des As. Une trentaine d'athlètes internationaux se lancera dans une course contre le temps et surtout contre la mer qui remonte. Début de l'épreuve à 19h50. Rappelons que cette édition 2017 des Foulées du Gois était menacée. Après plusieurs démissions, l'avenir de l'association organisatrice était incertain. Finalement, une équipe a pris la relève pour faire perdurer cette épreuve. Parmi les autres événements sportifs du week-end, plus d'1 millier de footballeurs sont attendus à Challans jusqu'à dimanche. C'est la 4e édition du tournoi Ulrich Ramé qui aura lieu en présence de l'ancien international français. Le rendez-vous regroupe de jeunes joueurs âgés de 9 à 13 ans venus de 24 départements français et de pays comme la Biélorussie ou le Maroc. Saint-Hilaire-de-Riez accueille ce samedi le départ du Vendée Raid au Score. C'est la 3e édition de cette grande course d'orientation. Les 178 participants alterneront course à pied, VTT et canoë. L'arrivée est prévue dimanche au Poiré-sur-Vie après un parcours de 180 km pour les meilleurs. Enfin, une compétition originale à Longeville-sur-Mer puisqu'elle réunit sport de glisse et jeux de précision. C'est un tournoi de surf et de molki, le jeu de quilles finlandais. Ce sera dimanche sur la plage des Conches à partir de 10h. Si vous prenez le volant ce week-end, vous croiserez peut-être sur la route des véhicules anciens et de prestige. 200 voitures seront ce samedi au départ des circuits vendéens. 9 parcours seront proposés aux participants. Ils partiront avec un roadbook pour plusieurs étapes à travers le département. Arrivé en fin d'après-midi, place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Cette 2e édition des circuits vendéens est organisée par la Fédération des unions commerciales. Direction Clisson à présent, où l'un des plus grands festivals de musique métal d'Europe a débuté, le Hellfest. 180 000 personnes sont attendues pendant 3 jours pour écouter des groupes comme Aerosmith, Linkin Park ou Deep Purple. Mais le Hellfest, c'est aussi tout un univers. La décoration fait partie intégrante du festival. Et un Vendéen participe à cette ambiance, Julien Vrignot. Il est sculpteur et réalise des luminaires. L'an dernier, il avait conçu un trône de guitare pour le festival. Cette année, les organisateurs ont fait à nouveau appel à son imagination. Regardez. Veille de concert au Hellfest, le calme avant la tempête. Dans quelques heures, les premiers groupes se produiront sur scène et ce n'est pas moins de 180 000 festivaliers qui sont attendus tout ce week-end. Sur place, on fait les dernières balances et on peaufine les éléments de décor. Pour la 2e année consécutive, Julien Vrignot, sculpteur vendéen, a été sollicité pour réaliser le trône du Hellfest qui sera installé dans l'espace VIP.
Et avec ses 400 kilos, il n'est pas facile à déplacer. Au début, j'avais préparé des plans. Et puis après, je suis parti avec un caisson vide et finalement comme une toile en fait. Les guitares, c'était comme autant de touches de peinture. Donc j'ai composé un peu comme ça. Donc par symétrie aussi, pour avoir exactement la même chose. Parce que les guitares, c'est pas toujours pareil. Elles sont droitières ou gauchères, donc c'est vraiment pas les mêmes formes. Et puis après, il a fallu intégrer la lumière. Donc c'était aussi une petite complexité. Inspiré du trône de la série Game of Thrones, il a demandé près de 150 heures de travail et se compose d'une centaine de guitares, toutes fournies par Gibson. Julien a également réalisé les luminaires du restaurant de l'espace VIP, ainsi qu'un canapé-cercueil pour les salons. C'est un véritable cercueil américain, rectangulaire, que j'ai acheté neuf, forcément, pas utilisé. Ouvert sur un côté, il n'était pas comme ça, il était couleur chêne, pardon. Il était en chêne et je l'ai repeint noir, forcément Hellfest c'est noir, c'est du rock'n'roll. Cette présence au Hellfest a permis au sculpteur de gagner en visibilité. Plusieurs commandes s'en sont suivies. Aujourd'hui, il est également en contact avec d'autres festivals comme les Vieilles Charrues ou les Nuits de l'Erdre. C'est vraiment une cible, ça. C'est vraiment une niche parce que les festivals ont pas forcément, ils ont un cahier des charges plutôt précis quand même parfois, mais ils n'ont pas peur de mettre l'argent au bout de leurs ambitions. Et c'est une des mesures, c'est une décoration folle, c'est en plus d'avoir des groupes mythiques et une ambiance incroyable, c'est vraiment ils mettent l'accent sur la décoration. C'est ce qui fait que ce festival est un des plus beaux d'Europe, quoi. Donc, et beaucoup de festivals finalement prennent le pas et comprennent les choses et axent sur la décoration. Parce que quand on en met plein les yeux aux gens, ils vont revenir d'une année sur l'autre pour se dire qu'est-ce qu'on va encore découvrir, quoi. On en prend effectivement plein les yeux et Julien devrait être à nouveau présent l'année prochaine. Le trône devrait être agrandi et d'autres projets fous sont dans les cartons. On referme ce journal avec les prévisions météo. Le week-end s'annonce très ensoleillé. Attention aux fortes chaleurs. Le mercure dépassera facilement les 30 degrés dimanche et en début de semaine prochaine. Fanny Poirier vous en dit plus dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche soir pour la soirée spéciale second tour des élections législatives. D'ici là, passez un très bon week-end.